Pour que vous ayez un peu une idée de là où on va, je vais d'abord vous demander un petit effort d'imagination qui sera a priori assez aidé par des exemples tirés de la vie réelle. Qu'est-ce que ça donnerait un monde numérique sans les femmes? Ensuite, je vais vous proposer de casser quelques mythes que l'industrie technologique peut quelquefois pousser. Et puis, comme je n'ai pas envie de vous plonger dans la dépression dès le matin, je vais quand même vous pousser quelques axes de solutions pour terminer. Donc, un effort d'imagination. Imaginez, donc les technologies, vous en avez tout à fait conscience, je pense, sont désormais dans toutes les strates de notre vie. On les utilise quand on est sur notre téléphone, dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle. On les utilise pour prendre des rendez-vous chez le médecin, pour préparer nos vacances, etc. Je ne vous fais pas de dessin. Imaginez si la moitié de la population qui utilisait toute cette variété d'outils ne pouvait pas participer à la fabrication des outils qu'elle utilise donc au quotidien. C'est bon, vous avez l'image? A priori, vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Il se trouve que Apple a donné des exemples pour vous. En 2011, par exemple, quand ils ont sorti Siri, qui à l'époque était l'un des meilleurs assistants conversationnels qui existent, ils lui ont donné plein de capacités. Siri était capable de vous donner énormément de réponses sur énormément de sujets. Mais il y a une petite dimension un peu cliché qui s'est quand même glissée dans l'affaire, parce que si par exemple vous lui disiez Siri, où est-ce que je peux trouver du Viagra, Siri était capable de vous répondre et de vous envoyer vers la bonne adresse. Si en revanche vous disiez Siri, j'ai besoin d'avorter, que faire? Siri ne savait pas répondre. Autre exemple un peu plus dramatique, enfin pas pour le début. Siri, j'aimerais trouver des prostituées, que faire? Où aller? Siri savait vous répondre. Siri, j'ai subi un viol, que faire? Siri n'était pas capable de vous proposer d'aller voir un médecin, d'aller voir la police, d'aller trouver de l'aide. C'est très cliché, toutes les femmes ne posent pas ce type de questions, tous les hommes ne posent pas l'autre type de questions. Je vous laisse mettre les gens dans des cases si vous avez envie. Néanmoins, c'était assez flagrant sur le fait que des premiers ingénieurs qui avaient commencé à construire l'assistant jusqu'aux dernières équipes marketing, de communication au moment de la sortie du produit, personne n'avait pensé à vérifier les espèces de variations d'usage qu'ils pouvaient avoir selon la variété d'utilisateurs. Et donc, ce sont les associations, notamment de défense de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, qui très très vite, à la sortie du produit, ont dit « Oula, on a un problème là quand même. Est-ce que vous ne pourriez pas adapter un peu les réponses de Siri pour que tout le monde y trouve son compte ?» Apple a adapté son produit, mais 3 ans plus tard, ils ont sorti un autre type de technologie, d'application en l'occurrence, qui était le Health Kit, qui était une application qui permettait, qui existe toujours, de faire énormément de choses en termes de santé. Donc, par exemple, grâce au Health Kit, vous pouviez compter tous vos pas, vous pouviez calculer le nombre de cigarettes que vous fumez par jour si jamais vous essayez d'arrêter. Il y avait plein de fonctionnalités utiles aussi pour des gens qui étaient atteints de maladies spécifiques, donc des sous-catégories de la population. Par exemple, il y avait de quoi suivre tout ce qu'il y a besoin de suivre quand on est atteint de diabète. Par contre, ce qu'il manquait, c'était un petit agenda qui pourrait servir à la moitié de la population, et qui permettrait par exemple de suivre ses menstruations et de savoir quand vont arriver les prochaines règles. Encore une fois, plein d'associations se sont insurgées et Apple a fini par adapter son produit. Donc voilà ce que ça peut faire quand les femmes ne participent pas à construire les outils qu'elles utilisent au quotidien. Imaginez maintenant qu'elles y participent, mais ce n'est pas elles qui aient le dernier mot sur le design des outils qui sont construits, notamment des outils numériques. Ce que ça peut donner, c'est qu'un assistant intelligent de l'époque actuelle, ça ressemble à ça. On est d'accord, il n'y a pas tellement de dimension, de genre ou quoi qu'on pourrait trouver dans ces petits robots. Et pourtant, les voix que l'on donne par défaut à des assistants conversationnels comme Alexa, Google Home et compagnie, souvent, il y a une petite dimension d'inégalité qui se glisse dans l'affaire. Souvent, quand ces produits servent à rendre service, apporter de l'aide, en gros, quand ils englobent une dimension de soin à la personne qui les utilise, on leur donne une voix féminine par défaut. En revanche, quand on fabrique un robot qui va fournir de l'expertise, par exemple répondre à des questions techniques juridiques, là, on va lui donner un nom masculin parce que les experts, c'est forcément les hommes. C'est ironique, bien sûr, mais c'est ce que l'industrie a l'air de nous renvoyer comme image. Jusque-là, vous aurez remarqué que j'ai tendance à parler de tout ça en faisant un peu de blague, parce que j'ai tendance à trouver ça un peu cliché et potentiellement, voilà, vecteur de rigolade. Le problème, c'est que ces problématiques d'inégalité, quand elles s'encodent trop loin, on en arrive à des questions vraiment urgentes et très importantes en termes de droits.
et de liberté dans la démocratie. Et donc je vous demande maintenant d'imaginer, s'il vous plaît, un monde où ce seraient les machines elles-mêmes qui refuseraient leurs droits aux femmes et aux minorités. Et encore une fois, la vie réelle nous donne des exemples. Au début de l'été, la Fondation des femmes a porté plainte contre Meta, parce qu'avec 2 autres associations, l'ONG Global Witness et Femmes Ingénieurs, elle avait mené plusieurs tests en 2022 et en 2023 sur la publicité des offres d'emploi sur Facebook. Vous ne le savez pas forcément, mais Facebook, désormais, est pas mal utilisé à la fois par les recruteurs pour trouver de futurs employés et par les internautes pour trouver de nouveaux emplois. Or, Facebook, son modèle économique, c'est la publicité. Pour réussir à vendre la publicité le mieux possible, ce dans quoi ils sont spécialisés, c'est le ciblage. Et ce que les associations ont constaté, c'est que du coup, quand elles essayaient de poster une offre d'emploi écrite de manière parfaitement neutre, exactement comme la loi le demande d'ailleurs, bonjour, on cherche quelqu'un qui serait intéressé pour être pilote de ligne, une femme ou un homme. Comme statistiquement, dans le monde hors ligne, c'est principalement des hommes qui sont pilotes de ligne, et bien en fait, Facebook faisait le tri par défaut et envoyait dans 85% des cas la publicité à des hommes, et donc cette même publicité n'a été vue que dans 15% des cas par des femmes. À l'inverse, des emplois comme auxiliaires de petite enfance, les publicités n'étaient montrées que, les offres d'emploi, n'étaient montrées que dans 6% des cas à des hommes et dans 94% des cas à des femmes. Vous l'avez entendu dans ce que je viens de dire, il y a une forme de cohérence avec ce qui se passe hors ligne, et en même temps, déjà, on pourrait débattre sur les chiffres, c'est un peu grossier de montrer à 94%, dans 94% des cas, les offres d'auxiliaires de petite enfance à des femmes, mais surtout dans le droit français, il y a écrit que nous avons toutes et tous droit d'avoir le même accès aux offres d'emploi. Et donc, l'affaire est encore en cours de processus judiciaire, mais l'argumentaire de la Fondation des femmes, c'est qu'il y a une discrimination à l'emploi, puisque les femmes n'ont même pas la possibilité de voir qu'il y a des offres d'emploi pour être pilote de ligne, pour être directeur de service informatique, quelquefois, pour être X et Y autres jobs, donc elles ne peuvent même pas avoir l'idée d'y postuler. Et inversement, dans les métiers les plus féminisés, les hommes n'ont même pas la possibilité de voir les offres pour ce type de métier, donc n'auront jamais l'idée d'y postuler. Et derrière, je suis allée regarder, comme vous pouvez le lire ici, comment se traduisaient les différents emplois testés en termes de salaire. Et il y a évidemment des questions d'inégalité salariale qui viennent derrière cette question d'accès aux offres d'emploi diverses et variées. Un autre exemple qui prend en plus ici la question de la dimension de discrimination raciale, c'est les questions de reconnaissance faciale. En 2018, la chercheuse Joy Buolamwini, qui était doctorante au MIT, a décidé de tester tous les 3 modèles de reconnaissance faciale les plus utilisés sur le marché à l'époque, donc ceux de Microsoft, Face++ et IBM, en leur soumettant des images d'hommes, de femmes, de peau plus ou moins claire, plus ou moins foncée. Ce qu'elle a constaté, c'est que les machines reconnaissaient très bien, fonctionnaient très bien sur les visages d'hommes et un peu moins sur les visages de femmes, fonctionnaient très bien sur les visages blancs et un peu moins, voire beaucoup moins, sur les visages noirs. Et donc là, on se trouve en plus dans une question de croisement des inégalités. Si vous êtes à la fois femme et à la fois noire, vous serez malheureusement parmi les personnes les moins bien servies par la technologie, par opposé avec les personnes qui sont les mieux servies, qui sont donc les hommes blancs. Quel problème ça pose ? Déjà en 2018, et ça a continué depuis, ces algorithmes, ils étaient utilisés dans des logiciels et dans des applications de la vie courante. Un exemple hypothétique, c'est vous, un homme hypothétique, et moi achetons le même téléphone portable. On décide tous les deux d'utiliser la reconnaissance faciale pour le débloquer. Et on aura payé le même prix, mais moi, il y aura plus de chances qu'une fois sur deux, ça bug, alors que pour vous, a priori, ça va bien fonctionner. Donc déjà, on a une question de droit des consommateurs comme ça qui est sujette à débat. Mais beaucoup plus grave, et là pour le coup pas hypothétique du tout, ces algorithmes de reconnaissance faciale, ils sont utilisés pour traiter les flux vidéo des caméras de surveillance qu'utilise la police dans les États qui l'autorisent, donc par exemple aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Et à l'heure actuelle, il y a au moins 6 cas documentés de personnes qui se sont retrouvées en garde à vue sur la foi d'une erreur de reconnaissance faciale aux États-Unis. Et ces 6 personnes sont des personnes noires. Donc là, vous voyez directement l'impact que peut avoir un problème technique sur les libertés.
La personne, sa présomption d'innocence n'est pas respectée, elle n'a plus le droit d'aller et venir. Par ailleurs, pour se défaire d'une telle suspicion, c'est assez complexe quand même. Il faut avoir accès à un avocat, il faut dépenser de l'argent donc pour sa défense. Il faut que sa défense ou soi-même prenions conscience que l'une des raisons pour lesquelles on se retrouve derrière les barreaux, c'est à cause d'une erreur technique. Et ça, c'est un enjeu à part entière. Bref, ça pose des problèmes fondamentalement démocratiques assez importants. Si jamais vous voulez en savoir plus, ça c'est une image tirée de Coded Bias, qui est un documentaire disponible sur Netflix et qui explique bien l'histoire. Un dernier exemple qui, lui, est encore plus extrême dans un sens, c'est qu'en 2017, je ne sais pas si vous vous souvenez, si jamais vous vous intéressiez déjà à ces questions, il y a eu pas mal de réflexions sur faut-il donner des droits, et notamment des droits civiques, aux machines que l'on construit. Parce qu'on était déjà dans une première phase, enfin c'est pas forcément la première, mais on était dans la précédente phase de gros buzz autour des questions d'intelligence artificielle, etc. Et donc il se trouve qu'il y a eu ce robot, qui est donc un mélange de robotique, de modèles divers et variés, et qui s'appelle Sophia, enfin, auquel on a donné le nom de Sophia. Robot de taille humaine qui ressemble plus ou moins à une femme, qui est capable de répondre à des questions, formuler des discours, etc. Mais c'est des discours qu'on a bien sûr programmés à l'intérieur de sa tête. Ce robot, l'Arabie Saoudite a décidé de lui donner la citoyenneté en 2017. Et du coup, on se trouvait dans ce cas très paradoxal où c'était la seule femme d'Arabie Saoudite qui avait le droit de se promener sans le voile, comme l'avaient pointé les associations féministes locales. Et où, dans un sens, il y avait une machine qui avait quasiment plus de droits que certaines citoyennes du pays concerné. Donc vous voyez que s'il n'y a pas assez de prise en compte de la place des femmes dans l'industrie numérique, on peut avoir toutes sortes de problèmes jusqu'à des problématiques fondamentalement démocratiques. Après, bien sûr, la tech n'a pas inventé ces questions d'inégalité. Ce sont des sujets beaucoup plus larges qui existent dans la société au sens large. Vous avez certainement entendu parler de MeToo, qui agite beaucoup les discussions depuis 6 ans. La tech fait partie de toutes ces grandes questions de société, toutes ces grandes tensions, et donc c'est assez normal qu'on y retrouve certaines problématiques qu'on constate ailleurs, dans le monde social. Le problème, c'est que l'industrie numérique, elle a un peu tendance à se vendre comme à part, à côté ou au-dessus, plus neutre, plus objectif, plus impartial que ne le serait le reste de la société, parce que ce qu'elle produit, ce qu'elle fabrique, c'est basé sur de l'informatique, et que l'informatique, ça vient des mathématiques. Et donc nous autres, grand public, on a un petit peu tendance à y croire à ce discours, en fait, y compris quand on parle d'intelligence artificielle, comme c'est beaucoup le cas depuis l'année dernière. Alors, moi, je vais vous montrer que, en fait, ces idées d'objectivité, impartialité, neutralité, ça se débat profondément. Déjà, si on reprend la question de l'objectivité, je reprends l'exemple de l'intelligence artificielle, en particulier des modèles d'apprentissage machine, puisque, par exemple, la reconnaissance faciale, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, on se base sur des technologies d'apprentissage machine. Aussi performante, aussi bien construite soit la machine, et c'est vrai qu'on a fait des énormes progrès scientifiques, et c'est vrai qu'on est à des niveaux techniques qui n'étaient pas atteints il y a encore à peine 10 ans, aussi performante soit la machinerie, si dedans on y met des données qui représentent le monde social, et a priori c'est ce qu'on fait, puisque ce qu'on veut faire avec ces machines, c'est rendre plus efficaces certains traitements de la vie sociale. Et ben, il ne faut pas s'étonner qu'en sortie, il y aura aussi des inégalités, parce qu'en fait la machine ne fait que nous renvoyer un reflet de ce que nous sommes, de ce que nous lui apprenons, de ce que nous lui soumettons. Le problème, enfin l'un des problèmes, c'est que non seulement elle nous renvoie un reflet et nous on n'a pas forcément conscience, mais mon rôle en étant ici, c'est notamment de vous alerter là-dessus, mais en plus, quelquefois, elle l'aggrave. Et donc, typiquement, si je reprends mon exemple de reconnaissance faciale utilisée par les forces de police, si on n'a pas conscience qu'on s'est retrouvé derrière les barreaux à cause notamment d'une erreur technique, c'est très compliqué de se défendre, et donc on arrive à une situation aggravée. Sur les questions d'impartialité, pareil. Ces 3 mots ont l'air de se ressembler, mais en fait, il y a des petites variations qu'il est intéressant de discuter. L'industrie numérique a tendance à dire on est impartial, on ne voit pas les différences, grâce aux mathématiques, à l'informatique, etc. On donne les meilleurs résultats possibles. Sauf que
selon énormément d'études de sciences sociales, il n'y a absolument aucune différence entre les capacités en termes de technique et de mathématiques entre les femmes et les hommes. Pour autant, dans l'industrie, on manque encore énormément de femmes. Et c'est pour ça que je suis très contente qu'il y en ait autant aujourd'hui. Il faut absolument que vous veniez et que vous participiez à renverser tout ça. Et même dans la French Tech en France, dans le classement French Tech 120, on voit qu'au poste de direction, il y a encore énormément de travail à faire pour qu'on arrive à une relative égalité. C'est absolument illogique qu'on ait de tels écarts de représentation, puisque même d'un point de vue strictement économique, qui est, je crois, un argument qui intéresse pas mal la French Tech, il y a pas mal d'études qui montrent que plus les équipes sont diverses, plus productives elles sont et plus efficaces elles sont. Un autre exemple que je vous ai montré qui peut paraître un peu négatif, mais qui, à mon avis, envoie plutôt un signal fort du fait que les choses bougent, c'est que très récemment, il y a l'entreprise STM Microelectronics qui a été condamnée à verser de lourds dommages et intérêts à plusieurs de ses employés, toutes des femmes. Et donc déjà, ça signale que les questions de discrimination sexiste au travail sont prises en compte. Mais en plus, cette affaire est spécifique parce que les personnes qui ont porté plainte représentaient toutes les catégories de la hiérarchie au travail, en fait, enfin, tous les types de postes, des cadres, des ouvrières, etc. Et donc, elles ont réussi en groupe à faire valoir leurs droits. Et je pense que c'est une étape sur le chemin vers plus d'égalité à connaître et qui peut servir de jurisprudence, en fait, si jamais d'autres affaires se révélaient arriver. Un dernier argument que le monde numérique sort assez souvent, c'est qu'il est parfaitement neutre. Un exemple que c'est faux, c'est que, par exemple, en 2019, il y a eu un article comme ça qui est sorti, ça c'est une capture d'écran du Guardian, où on a dit, dans 10 ans, l'intelligence artificielle sera capable de prédire en avance les risques d'infarctus. Et ça avait l'air super, super efficace en termes de médecine. Sauf qu'il y a une activiste qui s'appelle Caroline Criado-Pérez qui est allée fouiller dans les données d'entraînement de la machine et qui a constaté qu'on ne l'avait entraînée que sur des données physiologiques d'hommes. Or, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes symptômes au cas d'infarctus. Donc, ce à quoi on avait réellement entraîné ce modèle d'intelligence artificielle, a priori super efficace, et je ne doute pas qu'il le soit pour les hommes, c'était à reconnaître les symptômes et les risques d'infarctus chez les hommes spécifiquement. Sauf que ni les scientifiques ni les journalistes à l'époque n'avaient fait attention à ce déséquilibre. Et Caroline Criado-Pérez, elle, était allée fouiller parce qu'elle travaille spécifiquement sur ces questions de déséquilibre dans les données entre les femmes et les hommes partout dans la société. Elle n'est pas spécialisée numérique, mais ce cas-là avait attiré son attention. Un autre exemple de non-neutralité, que a priori vous connaissez beaucoup, enfin vous connaissez déjà bien, ne serait-ce qu'en tant qu'internaute, c'est la neutralité des plateformes que nous utilisons pour communiquer au quotidien. Ça fait 10 ans, 15 ans même que Facebook, Twitter et compagnie existent. Ça fait 15 ans qu'ils essayent de nous faire croire que leur technologie est parfaitement neutre et que tout ce qui se passe dessus, c'est juste le fait, la responsabilité des utilisateurs et utilisatrices. Sauf que ça fait bientôt 7-8 ans que les études s'accumulent vraiment et qui montrent que c'est faux. Par exemple, en 2016, on a découvert un peu plus tard que Facebook savait déjà que 63% des gens qui avaient rejoint des groupes à tendance extrémiste avaient trouvé le groupe parce qu'il avait été suggéré sur la page d'accueil de leur compte, en fait, de leur profil. En 2017, il y a l'ONG Algo Transparency qui a étudié le fonctionnement de l'algorithme de suggestion de YouTube et qui a constaté que si vous laissiez vos vidéos en autoplay se dérouler en permanence, elles se suivent les unes les autres, d'ici 2-3 heures, c'est à peu près sûr que vous allez tomber sur un contenu extrémiste. Donc pas tout à fait neutre quand même comme type de suggestion. En 2021, c'est Frances Haugen, la lanceuse d'alerte, qui a sorti énormément d'informations internes à Meta. Et là, ce qu'on a constaté, et je ne crois pas qu'on ait trouvé d'explication sur la chaîne de décision qui est arrivée à ce résultat, on a constaté que sous les posts Facebook, vous savez, tous les emojis là, l'emoji colère, il valait 5, ou il valait 5 fois plus, on va dire, que n'importe quel autre emoji. Donc ça veut dire que si vous commentiez, si sous un post, vous appuyez sur l'emoji colère, ce post avait en gros toutes les chances d'être rendu visible 5 fois plus loin qu'un post sous lequel vous auriez mis l'emoji j'adore, l'emoji soutien, enfin des emojis positifs, quoi.
Bon, depuis, ça a certainement été adapté, mais en attendant, ça en disait long sur quel type de contenu est poussé, et c'était plutôt les contenus négatifs, haineux, clivants. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, les grandes plateformes numériques sur lesquelles on échange toutes et tous, très souvent, leur modèle économique, c'est la publicité. Et donc, pour faire plus d'argent grâce à la publicité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les utilisateurs et les utilisatrices restent connectés le plus longtemps possible. Or, depuis 10-15 ans qu'ils travaillent sur le sujet, ils ont constaté que ce qui nous gardait le plus accrochés, c'était les contenus les plus clivants, haineux, violents, etc. Et donc, faire le choix de promouvoir ce type de contenu pour des motifs économiques, ok, c'est compréhensible, si on réfléchit d'un point de vue purement économique, mais comme le dit Swati Chaturvedi, qui est une journaliste indienne, ça se fait en fait aux dépens de la cohésion sociale et de la démocratie. Et là, a priori, je n'ai pas trop besoin de faire un dessin, mais depuis au moins 2016 en Occident, toute la partie numérique derrière l'élection de Donald Trump qui a un peu sonné l'alerte sur les pays occidentaux, on se rend compte que les choses vont un peu de mal en pis, mais on cherche de plus en plus des solutions. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à toutes ces problématiques? Dans mon livre Technoféminisme, j'essaye de proposer 3 axes de solutions que je reprends aujourd'hui, mais en vous donnant des exemples un peu pragmatiques. 3 axes de solutions qui sont l'éducation, la responsabilité, d'action, un au niveau personnel, un au niveau du collectif, par exemple le collectif qu'on forme tous aujourd'hui dans cette salle, et un au niveau de la société au sens large, donc la dimension la plus politique peut-être au sens classique du terme. Au niveau individuel, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses grâce à la formation, l'éducation, l'auto-éducation. Internet permet aussi ça, d'avoir accès à énormément de connaissances hyper simplement à portée de clic. Quand je parle de formation, je parle aussi bien de formation aux questions de culture numérique, qui sont vraiment pas si complexes d'abord, mais il se trouve qu'il y a toute une culture dont j'ai un peu parlé déjà, qui a voulu faire passer le numérique pour un truc très technique, très en dehors de la société, et donc trop de gens encore ont peur d'y mettre les mains, alors qu'il y a plein de sujets qui sont assez faciles d'accès. Mais non seulement il s'agit de faire de la formation sur les questions numériques, mais il faut aussi en faire sur les questions d'égalité. Parce que tant qu'on ne saura pas toutes et tous pourquoi les inégalités subsistent, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait qu'elles se reproduisent, voire s'aggravent dans certains cas, et ben, on ne pourra pas améliorer l'état de la société. Donc, j'ai mis Estime numérique parce que je pense que c'est un acteur important pour les questions de formation sur les questions de culture numérique et de genre. Je vous ai aussi mis comme exemple les fresques de la diversité. Ça ressemble beaucoup aux fresques du climat. Il y en a de plus en plus. Si jamais ça vous intéresse, ça peut être une piste à aller creuser. Je vous ai mis une capture d'un billet de blog de Sista, à la fois pour que vous ayez conscience que toutes les questions d'inégalité dont je viens de parler, elles jouent aussi jusque dans les axes de financement des startups et des projets numériques divers et variés. Il se trouve que Sista est une association très engagée contre ça, ou dans le but de réussir à égaliser plus les flux de financement, et ça peut être un nom utile à connaître. Et puis Échappe, c'est une association plus pour des questions de culture numérique en tant qu'internaute, et ça peut être une bonne ressource pour développer ses connaissances sur des questions de sécurité numérique, y compris d'un point de vue d'égalité. Au niveau collectif, il me semble qu'on peut faire quelque chose de l'ordre du soin de nos espaces communs, notamment de nos espaces numériques communs. Internet, après tout, c'est une technologie largement partagée. On a le droit et on a tout à fait la possibilité de participer à les rendre un peu plus égalitaires, un peu plus accueillants, un peu plus sympathiques. Et c'est aussi, mais je vais y arriver, en prenant soin de nos relations et en tissant des réseaux qu'on peut, à mon avis, arriver à des résultats intéressants. Donc, pour la partie prendre soin des communs numériques, je vous ai mis un exemple de cette scientifique Jess Wade qui essaye d'égaliser un peu Wikipédia. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'encyclopédie est très très riche. Mais quand on regarde combien de notices biographiques il y a et qui elles représentent, en fait, on constate que 17% seulement concernent des femmes, alors que dans la société, encore une fois, nous sommes 50%, et même en France, 52%. Et donc, il y a un petit travail d'égalisation à mener peut-être. Une autre manière de faire, un peu différente, c'est sur les questions de cyberviolence en ligne. C'est Je suis là, qui, quand il voit une campagne de cyberharcèlement démarrer,
essayent d'aller en groupe sous les posts pour y mettre plein de commentaires positifs et pour donc essayer de casser la logique de viralité des contenus clivants dont je parlais tout à l'heure. Ça peut être une manière de prendre soin en fait, de l'état de la discussion commune. Il y a aussi des questions de soins des communs quand on les construit, et là je pense que ça vous concerne encore plus directement. Un projet comme Designer Éthique essaye de réfléchir à comment faire pour construire des sites et des produits numériques qui ne soient pas, contrairement par exemple à certains réseaux sociaux, qui ne poussent pas des dynamiques négatives, mais plutôt qui essayent d'être respectueux de leurs utilisateurs, des internautes, etc. Et puis, quand je dis soins des communs, c'est aussi donc dans les relations interpersonnelles, et je pense que toutes les questions de réseau, notamment réseau de femmes et réseau pour la mixité, qui existent dans l'industrie de la tech sont intéressants. J'ai mis un exemple de manière très arbitraire avec les intrépides de la tech. Mais en fait, si vous allez sur le site de Femmes Numérique, qui est une association à l'échelle nationale, vous trouverez une super base de données avec plein d'associations. Il y en a peut-être qui correspondront plus à vos centres d'intérêt spécifiques. Donc je vous encourage à aller voir. Et au niveau de la société, bien sûr, il y a la dimension politique. En fait, si j'ai critiqué tout à l'heure la manière dont la tech essaie de se placer en industrie et en productrice d'outils neutres, impartiaux, objectifs, c'est qu'elle essaye en fait d'éviter les critiques. Or, au contraire, si on la remet, si on a conscience qu'elle fait bien partie intégrante de la société, on a tout à fait le droit et on a tout à fait intérêt en tant que citoyen, citoyenne, autant que constructeur, autant qu'utilisateur, de la critiquer, de demander mieux, de demander des modifications, etc. Et des exemples de ça, parce que ça a déjà lieu, c'est par exemple le travail du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le HCE, qui a sorti un grand rapport il y a un mois qui s'appelle « La femme invisible dans le numérique » et dans lequel il y a plein de propositions concrètes d'actions politiques à mettre en place pour aller vers plus d'égalité. Un autre exemple, c'est les travaux qui sont entrepris à l'échelle internationale. En tant que Français, nous appartenons aussi à l'Union européenne. Et là, il y a de grands règlements qui viennent de passer et qui commencent tout juste à être mis en place, comme le DSA, Digital Services Act, règlement sur les services numériques en français, qui doit normalement permettre de responsabiliser notamment les réseaux sociaux. Donc, voir dans les mois à venir comment ça se traduit, si ça fonctionne bien ou pas. Et puis, il y a les actions politiques au sens un peu plus classique, par exemple, les grosses grèves qu'il y a en ce moment en Suède pour essayer de faire en sorte que Tesla donne de meilleurs salaires à ses travailleurs. Tesla, à l'échelle internationale, jusque-là, a quasiment toujours fait en sorte de casser les grèves, sauf que ce qu'il n'a pas l'air de comprendre, mais donc c'est une affaire à suivre dans les prochaines semaines, c'est qu'en Suède, le lien avec les syndicats fait partie de la culture nationale. En gros, dans chaque industrie, les salaires et les conditions de travail sont toujours définis en lien avec les syndicats. Donc ça paraît étrange que Tesla, aussi internationale et grande soit-elle comme entreprise, décide de passer outre, ce serait la première entreprise qui le ferait. Donc c'est un combat qui est encore en cours, à voir comment ça évolue, mais c'est encore un exemple d'action politique dans le monde de la tech qui me semble intéressant. Voilà, j'étais un peu vite pour éviter de mordre sur la suite, mais si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Si vous voulez qu'on continue de parler de tout ça en ligne, je vous ai mis quelques points de contact. Et puis merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? On a un petit peu de temps pour les questions-réponses. N'hésitez pas, on va passer le micro dans la salle. Levez la main si vous avez des questions. C'est toujours la première, la plus dure, mais... Merci beaucoup pour ce pitch, très intéressant et effectivement le livre est vraiment génial. Merci. À lire absolument. Petite question, donc là vous avez fait un petit portrait de l'actualité. Comment vous voyez un petit peu les 2, 4, 5 ans à venir pour la tech, la place de la femme et tout ça quoi. Je n'ai pas de boule de cristal, mais comme je disais, à la fin, il y a des grandes lois qui viennent de passer qui sont assez intéressantes. Donc, je vais regarder avec grand intérêt et je vous enjoins à suivre
autant que possible les effets qu'elles ont, donc ce règlement sur les services numériques, le règlement sur les marchés numériques, voir si et comment l'Europe arrive à rendre les plateformes plus responsables et plus protectrices de leurs utilisateurs et utilisatrices. Parce que si elles le font pour tout le monde, l'idée c'est que derrière, celles et ceux qui subissent les pires effets secondaires, qui sont souvent les femmes, les minorités, justement, trouvent un peu de protection. En tout cas, c'est mon espoir et c'est aussi comme ça que je comprends ces textes. Sur les questions d'égalité dans l'industrie, il y a de plus en plus d'événements comme celui d'aujourd'hui, ce que je trouve très important. Après, il faut voir qu'il y a aussi, dans l'actualité très récente, il y a aussi des endroits où les organisateurs préfèrent inventer des femmes de toutes pièces plutôt que d'en inviter. Ça, c'est arrivé la semaine dernière, ça a tourné sur les réseaux sociaux, une conférence qui s'appelle Devternity et qui avait mis sur son programme de faux profils de femmes. C'est mes cheveux qui font du bruit là. De faux profils de femmes plutôt que d'en inviter de vrais. Donc il faut avoir conscience que quand même, on parle de lutte assez forte, quoi. Et après, sur la question des utilisateurs, internautes, utilisateurs, utilisatrices, je pense vraiment qui se mettent en cours en termes de formation, mais qu'il faut aussi les multiplier, quoi. Si jamais vous avez envie d'aller parler à des gens qui, a priori, ont encore assez peu de culture numérique pour partager vos connaissances, je pense que c'est super important et que tous les endroits où on arrivera à faire circuler un peu les connaissances de base sur le numérique et à casser l'impression que c'est réservé à une élite, et ben, ce sera très positif parce que ça permettra ça permettra de faire un dialogue beaucoup plus large. Dans ce que je vous ai dit aujourd'hui et dans nos féminismes, je parle beaucoup du fait d'inclure les femmes, mais en fait, le fond de mon sujet, c'est qu'il faut qu'on en débatte tous ensemble avec toutes nos expertises et non-expertises en tant que société et des outils qu'on construit et du monde numérique dans lequel on se promène, quoi. Voilà. Bonjour. Alors moi j'avais une question par rapport à la formation dont vous avez parlé. Avant même de se projeter sur une formation, souvent ça démarre par l'éducation. Qu'est-ce que vous préconisez pour que le paradigme change? Et concrètement, à tout niveau, nous, parents, nous, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte aussi que les femmes se sentent actrices du numérique? Quand je disais qu'il faut se former autant sur les questions numériques que sur les questions d'égalité, je pense que tous les gens qui sont autour des enfants et des jeunes qui sont en train de se former ont aussi besoin de réfléchir à comment ils participent à leur formation. Parce que, en gros, les études sont très nombreuses et les démonstrations sont très nombreuses du fait qu'on ne pousse pas les garçons et les filles dans les mêmes directions. Et en l'occurrence, c'est une partie du problème du manque de femmes dans l'industrie du numérique vient de l'éducation, où en gros les filles on les pousse plus vers des filières littéraires et les garçons plus vers des filières techniques. Et c'est difficile après de venir renverser la tendance. Donc il y a tout un travail à faire du côté des éducateurs eux-mêmes en fait, éducateurs, parents, adultes, enfin tout le monde. Et du coup, plus directement auprès des enfants, essayer autant que possible de tous les pousser à égalité vers les mêmes possibilités un peu partout dans la société. Essayer de discuter avec eux beaucoup de leurs usages numériques pour pas leur interdire nécessairement de faire X ou Y, mais plus pour éveiller leur esprit critique vis-à-vis de ce qu'ils trouvent et ce sur quoi ils tombent en ligne le plus tôt possible, puisque beaucoup des problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est aussi ce que certains appellent les bulles de filtre sur les réseaux sociaux, la désinformation, tout ça. Je pense vraiment que c'est en discutant qu'on arrivera à tous s'armer les uns les autres, quoi. Et voilà, ça fait déjà 2 axes. Encore une question? Encore une question? Merci encore pour votre exposé très intéressant. En tant que journaliste, qu'est-ce qui vous a amené à justement vous investir sur ce sujet et du coup choisir de pouvoir les événements étrangers?
À l'origine, c'est les cyberviolences dont je voyais certaines de mes collègues être victimes. J'ai été engagée dans une association qui s'appelle Prenons la Une, qui vise à ce qu'il y ait une meilleure représentation des femmes dans les médias, ces personnes qui sont interviewées, et aussi dans les rédactions. Et moi, heureusement, je n'ai pas eu à subir ça, mais je me suis rendu compte que de plus en plus, en 2016, 2017, 2018, les campagnes de harcèlement étaient utilisées contre les journalistes, hommes et femmes, pour essayer de les faire arrêter de traiter de certains sujets. Et je me suis aussi rendu compte que les campagnes de cyberharcèlement qui visaient les femmes journalistes étaient spécifiques dans le type d'insultes utilisées. Donc très très vite, ça part en menace de viol, ce qui n'arrive jamais ou quasiment jamais contre les hommes. Et très très vite, en fait, ça se rapporte au corps et à la sexualité quand il s'agit d'insulter des femmes, alors que les hommes, c'est à la limite, enfin, c'est les insultes classiques contre les journalistes, quoi. Vous êtes vendus, votre travail est nul, et puis basta, quoi. C'est pas mieux, mais c'est quand même un peu moins énervant, on va dire, un peu moins irritant. Et donc, je me suis penchée sur ce sujet à la base en partant d'une inquiétude sur la liberté d'information. Est-ce que vraiment ça a impacté notre travail ou pas? Et en fait, en tirant les fils, je me suis rendu compte que ces questions de cyberviolence et la dimension de genre dans les cyberviolences, c'était un phénomène beaucoup plus large. Et donc là, je suis partie des usages, en fait. Et ensuite, en creusant, je me suis rendu compte que les alertes existaient depuis très longtemps, mais que l'industrie ne les avait pas forcément prises en compte. Je me suis demandé pourquoi. Et donc là, j'ai commencé à regarder la répartition des gens qui participent à construire nos outils numériques, etc. Et comme ça, en fait, petit à petit, j'ai essayé de faire un espèce de tour du sujet qui n'est jamais fini. Je continue. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup. On va applaudir Mathilde Savy, qui va faire